Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Africable Télévision et dans cette édition spéciale un an après IBK. Alors, comme vous le savez, Africable au cœur de l'information. À chaque grand événement, nous posons notre table de discussion toute la journée. Vous avez beaucoup de panels qui sont prévus aujourd'hui jusqu'à 22 heures temps universel. Eh bien, voilà, ça fait un an, jour pour jour, que les militaires du CNSP déposaient le président IBK, parachevant selon eux-mêmes la lutte du M5 RFP, ces vastes mouvements populaires qui contestaient le régime d'alors. Les militaires sont acclamés, applaudis partout parce qu'ils étaient vus alors comme des sauveurs. Une transition est ouverte avec ces institutions pour une durée de 18 mois. Alors, un an après, mesdames, messieurs, qu'est-ce qui a changé au Mali? Est-ce que les attentes sont comblées? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Et surtout, la grande et épineuse question, le temps imparti va-t-il être suffisant? Surtout pour organiser des élections libres, crédibles et transparentes. Une fois de plus, bienvenue sur Africable Télévision et merci pour votre fidélité. Pour ces panels, mesdames, messieurs, nous avons tout le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Kassim Kamagile, analyste politique, notre consultant maison pour toutes les questions de politique. M. Kamagile, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Dissa, je vous remercie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci M. Dissa. Merci. Notre second invité est M. Sarmoui Baber Diallo, universitaire. Il est un master également en décentralisation et industrie du développement local chercheur. Alors, M. Diallo, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes également en compagnie de Mme Naha Magasuba, présidente de MPC Mali. Comprenez par MPC les mouvements populaires pour la cohésion sociale au Mali. Mme Magasuba, bonjour et bienvenue. Bonjour Elissa, je remercie l'ensemble du personnel de Africable de nous avoir invités sur ce plateau. Et surtout mes remerciements sincères à ceux qui nous suivent à travers vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enfin, mesdames, messieurs, nous sommes avec M. Cheikh-Oumar Doumbia, président du mouvement Young for Change Mali. M. Doumbia. Monsieur Dissa, merci beaucoup de nous recevoir. Merci à Africable Télévision et ainsi qu'aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Alors, M. Kamagile, hier on a attendu le discours du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, jusqu'à 22h. Peut-on dire que la montagne finalement a accouché d'une souris quand on regarde la teneur du discours? Nombreux sont les Maliens qui n'étaient pas tellement contents. C'est vrai, dit ça, hier il y a eu un discours en retard. Les gens attendaient beaucoup un contenu à la hauteur des attentes. Mais je pense que le contenu était très léger, au regard des attentes dont la population a énormément besoin, au regard de la situation qui prévaut. Il aurait dû tenir un discours qui rassure la population, qui montre une certaine projection en matière de projets structurants. Et moi, je n'ai pas été satisfait du contenu au regard de la situation qui prévaut. C'est vrai, nous sommes dans une transition où la situation n'est pas du tout favorable à la réalisation des grands projets, mais il pouvait aussi rassurer à travers un discours à la hauteur de sa responsabilité. Je pense que le contenu était vraiment léché par rapport aux attentes. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Alors, nous restons toujours dans le cadre de cet anniversaire-là, comme je le disais, un an après IBK, jour pour jour. Nous allons chercher à savoir ce qui a surtout marché, ce qui n'a pas marché depuis là. Mais bien avant, quand même, le régime de IBK alors, a été contesté pour plusieurs raisons. On reprochait au régime alors l'insécurité, la mauvaise gouvernance, l'impunité, la mauvaise organisation des élections législatives. Selon vous, au nombre de tous ces qu'on reproche à IBK, si nous devons tirer des leçons politiques, qu'est-ce qui a le plus précipité la chute du régime? Dit ça, nous avons connu des périodes obscures avec les deux régimes, les deux mandats de IBK. C'était une période désastreuse pour le Mali. Le régime IBK n'a pas été à la hauteur des attentes, dans la mesure où nous avons connu tous les maux en matière de gouvernance pendant les deux mandats de IBK. Et ça a été un cauchemar pour les Maliens. Moi, personnellement, en tant que spécialiste, j'ai été dépassé par la tournure des choses pendant les deux mandats de IBK. Et après le départ de IBK, les Maliens pensaient qu'on allait bénéficier d'un changement avec l'arrivée des militaires. Mais aujourd'hui, la situation est encore très difficile.
Et quand nous regardons un peu, tous les secteurs ont des difficultés majeures, que ce soit surtout l'éducation qui constitue l'épine dorsale du développement. Le secteur de l'enseignement aujourd'hui traverse une situation très difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous devons faire le bilan est très mitigé. Et au regard de ces aspects, les secteurs sociaux de base, que l'éducation, la santé, les questions sécuritaires, rien n'a été géré jusqu'à présent. Ça montre qu'on a renversé un régime, mais on n'a pas encore eu de changement porteur sur le plan éducatif, sur le plan sécuritaire et par rapport aux besoins sociaux de base. La demande sociale reste encore nombreuse et ça n'a pas été absorbé. Donc aujourd'hui, la situation malienne est très compliquée et les pouvoirs publics n'arrivent pas à mesurer aujourd'hui l'ampleur de la difficulté auquel on traverse actuellement. Moi, je pense que ce bilan est très mitigé et j'espère bien que la transition va nous permettre d'aller vers des élections transparentes pour que nous puissions avoir l'ordre institutionnel dans le meilleur délai. Et je pense que c'est ce qui est demandé. Sinon, actuellement, la situation qui prévaut, elle n'est pas du tout appréciée au niveau des partenaires, mais au niveau local. D'accord. Alors, monsieur Diallo, monsieur Kamagile nous disait tout de suite que le régime Ibeka, c'était vraiment un cauchemar. Est-ce que cette transition est un doux rêve? Bon, je ne saurais dire ni oui, encore moins non. Mais toujours est-il qu'on parle de malgouvernance, d'insécurité, d'impunité et de la situation de l'école. Mais ces choses-là ont existé avant Ibeka. Ces choses-là ont existé depuis la chute du général Moussa Traoré, paix à son âme. Donc, Ibeka n'avait pas une baguette magique. Je ne fais pas son avocat. Hein. J'ai été un de ses tombeurs, je le reconnais. Mais il se passe quoi? Il se passe que dans ce pays, on pense que celui qui vient, il amène une baguette magique pour changer les choses. Non. Ce n'est pas la baguette de Don Quichotte. En macroéconomie, les résultats ne viennent pas en briques. C'est step by step. C'est par séquentiel. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Transition pour transition, moi, à mon humble avis, il y a eu transition depuis la chute de Moussa Traoré. Jusque-là, nous ne sommes qu'en transition. Parce que la chute de Moussa Traoré a mis fin à l'indépendance, pardon, à celui qui a amené ce pays-là à l'indépendance, le régime de Modibo Keïta. C'est ce monsieur qui nous a tiré des mains du colon et qui malheureusement a été mal compris. Et les militaires sont venus aussi parachever parce que c'était la grande sociale. Il paraît que nos parents, pour se ravitailler, faisaient la queue. Et je vois mal quelqu'un de la communauté Peul perdre la queue juste pour avoir quelques kilos de riz. Il y a des communautés que ça inconforte. Donc, quand nous posons les actes politiques, il faut les mettre en adéquation avec notre histoire. Sinon, on rate tout. Voilà le problème qui se pose au Mali. Et Ibeka, comme à la suite de tous ceux qui l'ont précédé, ont commis des impairs, pas par leur propre personne, mais par ceux qui le sont avec eux. Vous dites ça, vous êtes père de famille, vous êtes responsable de tout ce qui se passe chez vous, mais vous ne pouvez pas suivre tous les membres de famille, savoir exactement ce qu'ils font de leur vie et ce qu'ils font qui peut vous engager. Tel est le cas de Moussa Traoré, ATT, Ibeka, pour ne citer que ceci, parce que moi je ne cite pas les putschistes comme en tant que président de la République. Mais si on a mis fin quand même, en tout cas, à l'existence des régimes démocratiquement élus, et qu'à la suite on a mis une transition, et ça fait 1 an, alors nos attentes, selon vous, est-ce que ce que le peuple malien réclamait dans les rues, notamment au boulevard de l'indépendance, est-ce qu'il l'a, ce peuple-là? Qu'est-ce qui fait qu'il ne l'a pas, s'il ne l'a pas? Non, le peuple ne sait pas ce qu'il veut. Excusez-moi, ça n'engage que moi. Le peuple ne sait pas ce qu'il veut parce que qui parle au nom du peuple? La rue vous dira que c'est lui. Le M5 RFP vous dit nous sommes les représentants du peuple. Moi, je suis quelquefois sorti dans cette rue-là. D'accord? Mais les putschistes vous diront aussi que c'est nous. Mais aujourd'hui, moi, j'entends par putschistes les deux. Shogel, tout comme Assimi, sont des putschistes. Putschistes qui à la gâchette, qui d'ailleurs on dit qu'ils sont venus parachever. On parachève quelque chose d'entamé. Donc pour moi, les deux, c'est la même chose. Et les deux, aujourd'hui, comme je venais de le dire sur notre radio, doivent faire de sorte que la transition marche. Il faut que la transition marche pour que Shogel sauve sa peau, pour que Assimi sauve sa peau, pour que eux, Shogel, sa corporation, elle n'est pas, je sais pas, il est en communication, je sais pas avec qui il travaille, mais pour que les militaires aient le linge
et le linge propre, il faut que Assimi accepte certains sacrifices. Il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Les acquis, d'accord, de nous autres militaires, soldats de la CRE, c'est à ne pas toucher. D'accord. Celui qui y touche, va être piqué. D'accord. Alors, Madame Magasouba, il faut que la transition marche, il faut que la transition réussisse. Il n'est pas le seul à le dire, quasiment tous les Maliens le disent. Mais est-ce que pour l'instant, l'équipe transitoire est en train de travailler assez pour que ça marche? Merci, M. Dissa. Je ne saurais le dire, sincèrement, je ne saurais le dire. Dira une année, je serai sur ma fin. Parce que si, quand on parle de M5RFP, on parle du mouvement patriotique, rassemblement des forces patriotiques. On parle du peuple lambda. C'est un groupe qui s'est réuni pour parler fort, pour dire haut ce que le peuple lambda passait bas. Et ce peuple est sorti. Quand j'entends mon cher collègue dire que le peuple ne sait pas ce qu'il veut, le peuple malien sait ce qu'il veut. Mais ce peuple a été trahi par ses fils. Ses fils qui ont pu réussir à avoir des diplômes, des grands diplômes, dans les grands pays, dans les pays sur le plan international, à travers nos propres impôts, à travers le peu que ce peuple gagnait. Et ils ont pris ces diplômes-là pour venir trahir ce peuple, vendre ce peuple-là au plus offrant. Sinon, ce peuple a toujours su ce qu'il voulait. S'il ne savait pas ce qu'il voulait, en 2012, lorsque Ibeka se présentait, Ibeka a eu à dire, il dit que ce n'est pas un parti politique qui a fait de lui un président. Il a dit. Mais c'est le peuple malien qui a fait de lui ce qu'il est. Mais à chaque fois que nous, peuple lambda, nous plaçons notre espoir sur un candidat, c'est le désespoir total. Alors finalement, Mme Magasouba, est-ce que si le peuple sait ce qu'il veut, mais est-ce qu'il sait comment l'obtenir finalement? Parce que si, par exemple, c'est lui qui est tout le temps trahi, finalement, est-ce que lui aussi n'a pas un problème? Le peuple ne serait pas un problème, mais ceux qui dirigent le peuple, c'est eux qui sont le problème. Parce que le problème, c'est quoi? Ce n'est pas le peuple qui se met devant pour parler. Il y a des représentants du peuple qui se mettent devant pour parler. Lorsque eux ne parlent pas à notre nom et qu'ils parlent à leur nom personnel, qu'ils visent l'intérêt personnel, que faire? Et pourtant, au Mali aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'éducation, on croit que c'est le fait d'amasser des grands diplômes qui veut dire être bien éduqué. Mais moi, je vois que je donne raison à celui qui dit que aller à l'école ne veut pas dire qu'on a la clé du savoir. Est-ce qu'il ne serait pas temps, comme il a parlé de l'histoire, qu'on essaye un peu de voir la charte de Kouroukanfouka? Parce que moi, je vois qu'on est en train d'imiter quelque chose dont nous-mêmes nous ne parvenons pas nous ne parvenons pas du tout à maîtriser. Nous essayons d'imiter la démocratie française, la démocratie des colons. Mais moi, j'ai l'impression que cette démocratie nous incite à être indignes, à trahir ce peuple malien. Alors, à quoi bon d'imiter quelque chose dont nous-mêmes ne maîtrisons pas la profondeur de la chose? Est-ce que pendant cette transition qui est en cours, vous avez l'impression que le peuple s'est fait encore trahi? Bien sûr, lorsque je vois qu'on donne un article 39 aux anciens aujourd'hui, et demain qu'on les retire. Quand on essaie de voir l'enseignant, ce sont les plus nombreux, et on peut dire que la plupart de ces enseignants se trouvent parmi ce peuple lambda. La trahison commence là. Bien sûr, lorsque je voyais ce Choguel dire tout sauf du bon sur les militaires, et voir aujourd'hui ce Choguel faire plus de campagnes de séduction auprès d'Assimi que de penser aux problèmes sérieux de ce peuple. Bien sûr, lorsqu'on ne peut pas acheter 1 litre d'huile qu'au-delà de 1200 francs. Et pourtant, combien de Maliens gagnent au minimum assez pour vraiment souffrir une telle vie? Moi, je dirais que la transition, elle est là, comme ils ont si bien dit, lorsque le CNSP vient. Il disait qu'on est là, on est venu à l'appel du peuple. Lorsque vous venez à l'appel du peuple, le mieux serait quand même de faire face aux besoins de ce peuple. D'accord. Justement, M. Doumbia, au nombre des besoins du peuple aujourd'hui, il y a le problème relatif à la sécurité. Est-ce que ce qui se passe nous rassure?
Aucunement. C'est en fait ça. Le peuple dont on parlait tout de suite ne comprend pas ce qui se passe. Et parce que le peuple n'est pas en train de comprendre, le peuple est instrumentalisé. Mais la logique voulait quoi? En 2012, nous avons tous été témoins. Lorsque le putsch s'est produit, le putsch a provoqué automatiquement une rupture de la chaîne de commandement militaire. Automatiquement, ce qui a conduit au fameux repli stratégique, qui a ensuite conduit à la prise des régions du Nord. Donc, nous qui avons été témoins de cela, comment penser qu'un autre putsch aurait permis réellement d'améliorer cette situation sécuritaire? Aujourd'hui, il est clair, bon nombre de nos généraux se retrouvent sur le banc de touche avec leur bagage. Bien vrai qu'ils n'ont pas été aussi efficaces qu'on le voulait, mais nous avons formé des gens qui se retrouvent sur le banc de touche. Et ça aussi, c'est un souci. L'autre souci, c'est que le commandement a rapidement changé au niveau des forces de défense. Et des personnes se retrouvent en train de faire des travaux qui ne sont pas les leurs. Et l'exemple type, c'est l'agression sur le président de la transition. Les gens l'ont dit que sa sécurité a été négligente. Moi, je fais une toute autre lecture. C'est que les hommes avec qui ils traînent, les éléments de la BAF, c'est des forces de défense et non des forces de sécurité. Leur travail, c'est de défendre militairement, mais ce n'est pas d'assurer la sécurité d'une personnalité. Donc, réellement, on a déplacé des maillons de ce qu'on peut appeler l'appareil étatique et bon, de l'appareil sécuritaire dans ce cadre précis, et ces maillons se retrouvent en train de nager dans des eaux qui ne sont pas les leurs et qui finissent forcément par se noyer. Et c'est ce qui même a causé ce qu'on peut appeler le fameux mini coup d'État dans le coup d'État, parce que lorsque nous partons chercher des acteurs pour créer un changement, parce que c'est là le souci, et c'est ce qui arrive au peuple en fait. Et nous, on le disait au M5, on disait, laissez le monsieur finir son mandat. Personne ne voulait l'entendre. Et aujourd'hui, tout le monde le pense bas. Tout le monde commence à comprendre qu'il fallait laisser à notre démocratie une chance. Il fallait laisser au peuple apprendre de ses propres erreurs. Parce que c'était une erreur. Les mêmes forces qui ont porté Ibeka au pouvoir sont les mêmes forces qui ont conduit à ce coup d'État. Et on n'aura pas un résultat différent. Quand je dis les mêmes forces, en 2013, qui a amené Ibeka au pouvoir? C'est l'imam Diko, avec le Haut Conseil à l'époque. C'est les Choguel, les Bachili avec la coalition EPM. C'est les mêmes forces qui se sont transformées, et qui ont pris un autre nom, un autre couvre-chef, et qui ont instrumentalisé la colère du peuple. Le peuple était en colère. Et un peuple en colère, réellement, c'est ce qu'on va dire, on va rentrer peut-être dans des théories pour faire comprendre, mais l'élite a une fonction essentielle, c'est aussi de protéger le peuple contre lui-même. Tout à fait. Parce que le peuple peut se nuire, et cela justifie même l'existence des forces de sécurité, parce qu'il faut maintenir l'ordre lorsque le peuple sort du carcan de l'ordre. Et réellement, nos hommes politiques n'amènent pas le peuple vers cet ordre-là. Ils regardent, ils prennent sa colère, l'instrumentalisent pour se propulser. Et c'est personnifié en la personne du Premier ministre actuel. Parce qu'il a tout dit, tout ce que ce peuple voulait entendre. Ah oui, les enseignants sont ceci, la grogne sociale, cela. Et lorsqu'il vient au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Première des choses, et ça c'est pour tous les hommes politiques et pour la génération politique future, la toute première chose, c'est de comprendre que fragiliser les institutions, parce que vous voulez remplacer les acteurs qui animent ces institutions, c'est vous fragiliser vous-même, en avance. Parce que vous arrivez à un moment où vous-même vous aviez causé, on va dire, la crise de confiance. Ce n'est pas l'acteur seulement, c'est l'institution qui est touchée. Donc l'institution présidentielle a été touchée, affaiblie, et aujourd'hui on regarde forcément l'institution présidentielle avec un regard négatif, ce qui rend le travail beaucoup plus complexe, parce que toute politique est basée sur deux choses, les politiques publiques, mais aussi l'opinion publique. Je reste toujours avec vous, oui. Monsieur Doumbia. Alors, vous êtes quand même spécialiste des questions de sécurité. Alors, quand nous regardons, par exemple, la crise libyenne en 2011, avec ses conséquences, oui. en fait, sur nous au Mali, ce qui vient de se passer en Afghanistan, certains font les rapprochements avec le Mali via les facteurs géopolitiques internationaux. Est-ce qu'il y a des situations de causalité, d'effet entre ce qui se passe jusqu'en Afghanistan et nous, par exemple? Qu'est-ce que nous devons craindre? Est-ce que ça va changer des choses chez nous? Mais forcément. Première des choses, il faut se rappeler que depuis 2012 déjà, des experts avaient commencé à appeler le Nord Mali le Maliganistan. Oui. Parce qu'en ressemblance aux faits qui se passent de l'autre côté dans le Moyen-Orient. Ça, c'est la première des choses dont il faut se rappeler. Et seconde chose qu'il faut, et qui va être
crucial, c'est que ce qui se passe en Afghanistan donne une confiance terrible à tous les mouvements terroristes, politico-religieux qui sont dans la quête du pouvoir. C'est qu'au moins aujourd'hui, ces mouvements sont en phase de voir que ce qu'ils veulent peut se concrétiser, qu'ils peuvent arriver réellement à basculer toute une nation, à prendre le contrôle de toute une nation et à forcer réellement les forces politiques internationales à composer avec eux. Parce que si nous voyons aujourd'hui que la diplomatie américaine elle-même accepte de discuter avec les talibans au pouvoir en Afghanistan, c'est que les gens prennent une confiance pas possible. Cette prise de conscience va forcément, de confiance, disons, le fait que leur niveau de confiance va élever, ils vont poser des actes. Mais pire que ça, lorsque la riposte internationale va peut-être commencer à s'affirmer en Afghanistan, il y aura forcément beaucoup de déplacements, de réfugiés, des déplacements d'hommes armés. Et ces déplacements vont arriver jusqu'à chez nous. Aujourd'hui, nous le constatons dans Bamako, les gens refusent d'en parler, nous faisons comme si nous ne voyons pas, mais le nombre de Syriens qui vendent des téléphones portables dans les rues de Bamako est très élevé. Et personne ne sait... Des ustensiles de cuisine aussi. Exactement. Et l'argent que ces gens récoltent, qu'est-ce qu'ils font avec? Où va cet argent? D'où viennent d'ailleurs les fonds qu'ils utilisent pour commencer ces commerces-là? Quel est leur objectif? Qu'est-ce qui les a conduits ici? C'est ce qui nous permet de prévenir le danger. Et nous pouvons être sûrs que si le problème en Syrie a conduit des gens à se déplacer vers nous, le problème en Libye a conduit des gens à se déplacer vers nous, le problème jusqu'au Soudan a conduit des Janjaouides à se déplacer vers nous, l'Afghanistan va aussi contribuer à ce que des gens se déplacent vers nous. Et nous avons intérêt à lever le pied très tôt. Je pense qu'il a une analyse très cartésienne sur la situation. Avant juste de répondre à ces points, il y avait un point que l'autre avait souligné, M. Monko Lobata, en disant que le peuple ne sait pas ce qu'il veut. Le peuple sait exactement ce qu'il veut. Mais les pouvoirs publics ont failli à un certain niveau. Vous savez, nous avons... Je m'excuse. Voilà, le peuple sait ce qu'il veut, mais les pouvoirs publics ont failli à leurs obligations régaliennes. Vous savez, ce pays a connu des périodes fastes. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, c'est une situation aujourd'hui qui honore pas le Mali. Au regard du fait que l'événement est cyclique. Le coup d'État de 2012, je pensais qu'on n'allait plus revenir encore vers un autre coup d'État. Mais nous avons cautionné le coup d'État de 2012. Et aujourd'hui, une population malienne aujourd'hui qui est complètement perdue par rapport à une meilleure visibilité de la gouvernance. On ne peut pas aller à Ségou sans s'inquiéter. On ne peut pas aller à Koulikoro. Même Bamako n'est pas l'abri des dangers. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand nous regardons l'état actuel de la situation, c'est inquiétant à tous les niveaux. Mais on ne mesure pas les conséquences. Il faut que les pouvoirs publics puissent prendre conscience de la situation qui prévaut. La situation, elle est grave, elle est inquiétante. Mais pour que nous puissions aller vers une normalisation, il faut l'exemplarité à des niveaux suprêmes. Il faut que les pouvoirs publics puissent rassurer la population. Ça, c'est l'une des obligations régaliennes. La deuxième chose que je dois faire, la remarque là-dessus, c'est le système éducatif qui a été anéanti. Je déplore aujourd'hui ce qui se passe au Mali. Quand nous regardons toutes les réformes éducatives qui ont été initiées, il y a 10 ans de cela, aujourd'hui les résultats sont en deçà des attentes. Ça veut dire tout simplement on n'a pas pris au cœur la question de l'école malienne. Et tant qu'on n'arrive pas à gérer ce problème, nous allons continuer toujours dans la même turbulence au fait. Finalement, M. Kabagile, qu'est-ce qu'on a gagné alors? Ça veut dire que la transition n'a pas du tout apporté des résultats par rapport aux besoins de base. L'aspiration de la population malienne n'a pas été absorbée. Les besoins sociaux de base n'ont pas été pris en compte. La demande sociale devient de plus en plus élevée. Je pense qu'il est souhaitable que nous puissions aussi observer la suite des événements à travers les élections que nous allons organiser dans le meilleur délai. Avant de parler de ces élections, mais dites-nous, M. Kabagile, quand on regarde, on est presque à mi-parcours sur les 18 mois, vu ce qui a été fait, comment ça a été fait. Quand on regarde le temps restant, est-ce qu'on peut dire que cette transition est en train de travailler sérieusement à la tête de tous ses propres objectifs, conformément à sa propre charte? Je suis un Malien qui est très optimiste. La situation qui prévaut, elle n'est pas une fatalité du tout. C'est-à-dire que si aujourd'hui la détermination est à la hauteur des attentes, ils peuvent changer la donne en fait. Ils peuvent inverser la courbe à condition que la conscience publique soit atteinte à un certain niveau. Aujourd'hui, quand nous regardons le mois restant, le temps restant, et nous pouvons aujourd'hui aller rapidement vers l'organisation des élections dans le meilleur délai. C'est la seule condition sine qua non qui va nous permettre de sortir de cette turbulence. Sans élection, on va rester dans une transition qui serait très perturbée. Et mon inquiétude majeure, c'est par rapport au timing lié aujourd'hui à la question relative à l'organisation. Si on n'arrive pas à organiser les élections dans le meilleur délai, nous risquons d'être dans une situation très délicate. Et c'est ce qui n'est pas bon. Faut-il rester dans le délai prévu?
Bon, le délai, c'est une variable. C'est une variable qui peut être aujourd'hui discutée à des niveaux. C'est une question tout simplement de planification et de moyens. Comme on a vu les axes qui ont été étayés par le Premier ministre, c'est de voir réellement est-ce qu'ils ont la capacité d'aller vers l'organisation des élections dans le meilleur délai. Mais le temps nous dira. On dit le temps est le meilleur interlocuteur. Observons la suite des événements. D'accord. Oui, M. Diallo. Ok. Enfin, je reviens à la question de la sécurité, parce que rien ne va lorsqu'il n'y a pas de sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe? Au Mali, il y a des choses qui se passent sous notre nez, on ne prête pas attention. La communauté de Dogon s'est plaint d'un officier de l'armée, de la garde nationale, l'actuel directeur de la sécurité d'État. Ils se sont plaints de lui comme étant enleveur de bétail appartenant au Dogon. Ça s'est passé. D'accord? Et on a continué. Le monsieur, au bout d'un moment, je ne sais pas, entre-temps, il y a eu le coup d'État. Mais avant même cela, on a arrêté un garde dans les voisinages de Ségou avec deux bœufs. Une communauté acquise un officier et on rencontre son subalterne avec deux bœufs. Je n'accuse personne, mais c'est criard ça. Ça veut dire quelque chose. Ça pose des interrogations. Tel que? Tel que qui? Est-ce que l'officier qui a accusé, il est à tort ou à raison? Full stop. C'est ça la question. D'accord? Mais on profite d'un coup d'État et d'un mini coup d'État, sinon d'un soubresaut. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les Assimons ont fait leur coup d'État, comme on dit en Bambara, mon Bambara il est approximatif. Hein? Il était d'un Kodoï Yerama. Voilà. Les militaires ont parachevé le coup d'État. Soit vous faites avec le M5 RFP, qui sont vos co-pushistes, tel n'a pas été le cas. Quand ils ont senti qu'ils ont un peu de vent en poupe, ils ont cru qu'ils avaient de la main mise sur tout. Et c'est là où le Malien doit se tromper. En politique, on n'a pas l'entièreté du pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple au Mali, c'est quoi? C'est la rue de Bamako. Ce sont les rues de Bamako. Chez moi, à Tombouctou, on n'a pas le temps de marcher pour des futilités comme ça. Nous cherchons plutôt à nous mettre à l'abri contre les rayons solaires. Nous cherchons plutôt à nous mettre à l'abri contre la poussière. Donc là, et Bamako, aujourd'hui, pose problème. Qu'est-ce qui se passe? Donc je suis mécontent de ceux qui sont au pouvoir. Je vais voir Doumbia, je vais voir ma collègue, je vais peut-être voir le consultant. On connaît Bamako, quels sont les points sensibles. On sort de l'argent, on trouve 5-10 badauds qui se mettent à crier, à insulter tout le monde. Et on pense renverser les choses. Tel n'est pas le cas. Donc le peuple, quand je dis le peuple ne sait pas ce qu'il dit, ce qu'il veut plutôt, c'est plutôt les représentants, ceux qui pensent, qui prétendument pensent parler au nom du peuple. Choguel qui, de vite en blanc, a changé de costume, j'ai beaucoup de respect pour lui. Hein. J'ai beaucoup de respect pour lui. Et souvent les gens me disent, je ressemble à Choguel. Je dis, non, pourquoi c'est pas lui qui me ressemble? D'accord? C'est clair là. Je suis moi, il est lui, on est deux entités indépendantes. D'accord? J'ai beaucoup de respect pour lui. Je le trouve plus beau, hein, M. Sarma. Je vous le concède. D'accord. Non, il est plus au beurre. Ok, continue. D'accord. Donc, par rapport à la sécurité, il y a des questions qui ont peur de vie. L'insécurité aujourd'hui, qui en est le chef? L'insécurité par rapport au terrorisme, c'est quelqu'un comme Yada Gagali, c'est quelqu'un comme Amadou Koufa. Mais ceux-ci ont leurs parents ici, ils ont des gens avec lesquels ils ont travaillé. Iyad, par exemple, avait un journal où moi j'étais, le journal Amawal. C'est Houdaïb Mohamed qui en était le rédacteur en chef, et lui, il est de ma famille. Donc, ces gens ne sont pas inaccessibles. Il y a des gens, il m'est souvent arrivé de dire aux gens, ces terroristes-là ont leurs représentants à Bamako. Alors, selon vous, ça ne travaille pas assez? Ça ne travaille pas assez parce que lorsqu'il y a des fonds alloués à quelque chose, les fonds ne vont jamais à cette chose-là. Voilà le mal du Mali. C'est-à-dire, on me donne 100 millions pour gérer, pour désormais sponsoriser cette émission. Les 100 millions n'iront pas à ça. Dès que je les ai, car ça, il y a millions qui me sortent. Il y a des nima sojo alade, il y a des nima musuflana furala. Voilà comment les choses échouent. Alors, finalement, pour rester dans le sujet, débat, oui. Voilà, justement, M. Diallo, et il y a un autre point quand même qui inquiète les Maliens, l'organisation des élections. Est-ce qu'au rythme où vont les choses, nous allons pouvoir tenir ces élections-là avant février 2022? À mon humble avis, il est intenable. Parce que ces pushistes, il faut leur donner le temps de rassurer leurs arrières. Parce qu'ils ne sont pas tranquilles là.
ils craignent qu'il y ait aussi un contre-coup d'État. C'est pertinent. Mais ce qu'il faut s'alléger chez eux, c'est quoi? C'est qu'ils ont évité quelque chose qu'on reconnaît quand même à Tété, de verser le sang malien. Ça, c'est très important. Je le reconnais pour ces putschistes-là. Ils ont fait un coup d'État, des coups d'État civilisés. Mais notre démocratie, elle existe. Sinon, prétendument, elle existe depuis 1991. Mais moi, je dirais que si on a un parti démocratique, c'est l'IDPM. C'est l'ISRDA. D'accord? Donc, il faut qu'on donne ce temps à ces gens-là de se rassurer qu'ils n'auront pas la Cour internationale sur leur dos. Et là, qui peut leur donner ça? C'est le Mali. En Yafarandeouma, c'est à nous de trouver la formule. Et c'est à nous de dire au reste du monde, voilà comment nous voulons que les choses soient gérées. D'accord. Alors, Madame Marassouba, si jamais on n'arrive pas à tenir les élections en février, qu'est-ce qu'il faut craindre? Moi, déjà, je crains déjà l'insécurité, hein, parce que je me dis que rien ne va. Même lorsqu'on me dit de quitter chez moi pour aller en ville, j'en ai peur. Parce que quand je vois qu'on parvient à rentrer dans la ville de Bamako, tuer quelqu'un, et qu'on ne parvient pas du tout à arrêter les assassins. Et pas n'importe qui. Et pas n'importe qui, hein. Ouais. L'ancien, c'était le président du MNLA. La SEMA. Voilà, c'est de la SEMA, disons. C'était pas n'importe qui. Mais avant de répondre à cela, je réponds à Doumbia. Parce que moi, si les coups d'État étaient à référer, qu'on nous demande de sortir contre Ibeka, je le ferai. Moi, je suis une mère de famille. Je me reconnais dans ce peuple lambda. Je me dis que un président qui a été élu par le peuple, il dit qu'il a été élu par Mahmoud Dicko. Il n'a pas été élu par ces gens-là, selon moi. Non, vous avez dit que les mêmes gens qui ont amené le président au pouvoir, ce sont ces mêmes gens qui se sont retournés contre lui. Moi, je ne suivais pas ces gens-là. Et pourtant, j'ai voté Ibeka en 2013. Et je voyais des gens qui étaient malades, mourants, qui disent que c'était lui la solution. Donc, moi, je ne dirais pas que ce sont les Mahmoud Dicko. Ils pouvaient faire partie parce qu'ils font partie du peuple. Mais ce n'était pas eux. Mais moi, je ne peux pas comprendre un président de la République aussi lettré. Lorsqu'il tenait son discours, c'était si formidable que je ne saurais comprendre qu'il pouvait qu'il pouvait commettre l'erreur de signer un article 39 et ne pas l'assumer. Et de surcroît, punir des chefs de famille. Des chefs de famille, couper leur salaire pendant des mois et des mois. Dans un pays aussi religieux comme le Mali, dans un pays où les 90% de la population se dit musulman, comment pour comprendre cela? Si c'était à refaire, j'allais sortir. Mais je me dis, qui croire, car qui n'a pas fait quoi? Face à ces politiciens, comment organiser une élection? Qui croire parmi ces politiciens? Alors qu'est-ce qu'on fait, Mme Marassouba? On maintenant, reste dans la transition? Il faudrait que Assimi se dit que on a fait ce coup d'État pour répondre à l'appel du peuple. Et il faut qu'il s'assume. Si 9 mois déjà écoulés, est-ce que cet appel du peuple-là, alors vous pensez que cet appel du peuple est entendu? Moi, je reste optimiste. Et on est vraiment sur le chemin. Je reste optimiste parce que je me dis, je suis jeune. Et je dis que il y a tout juste quelques temps, on disait que c'était les vieillards qui étaient au pouvoir. Et on a cette chance maintenant de voir que Assimi, colonel Camara, ils sont tous des jeunes. Et l'histoire retiendra que ce sont ces jeunes-là qui ont sauvé le pays ou qui ont mis le pays dans le désastre total. Alors, faut-il tenir les élections en février ou pas, selon vous? Est-ce que c'est possible? Je n'en suis pas sûre, dans cette insécurité. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Bon, moi, je dirais que Choguel est venu pour nous représenter, nous, le peuple malien. S'il ne peut pas faire l'affaire, qu'on change de Premier ministre. D'accord. Oui, déjà, parce qu'il faudrait qu'on s'assume dès maintenant. Il ne faut pas tourner autour du pot. Il est là, ça fait quelques mois. Il est là, et ce n'est pas pour rien que Assimi a demandé que le M5 puisse donner un Premier ministre. Parce qu'il voit au M5 le peuple malien. Donc si Choguel, dès maintenant, à moins de 2 mois, il dit on enlève l'article 39. À moins de 2 mois, c'est les visites touristiques. Ouattaguna, combien de morts? Et rien ne va. Moi, je me dis qu'il doit être le premier conseiller d'Assimi.
Et je ne peux pas comprendre un Choguel qui était vraiment un Choguel surcultivé, qui s'asseyait pour nous parler des lois, de tout ce que, de tous les bons chemins par lesquels ces gens devraient passer pour sauver le pays, et que lui, il ait la main dans la pâte maintenant qu'il ne parvienne pas à faire quelque chose. S'il ne parvient pas, qu'il s'en aille. D'accord, monsieur Merci. Doumbia. Oui. Alors, les élections aussi tiennent à cœur. En tout cas, c'est un grand débat aujourd'hui sur la place publique. Hein. Pour certains, il ne faut même pas penser, ça, il ne faut même pas organiser d'élections. Pour d'autres, pourtant, il faut organiser des élections. Nous sommes divisés sur la question. Quelle est, vous, votre analyse sur cette question? Il faut les faire. Il faut les faire. Catégoriquement. Le délai qui a été donné doit être respecté. Il y a 2-3 choses. Quand on veut changer les choses, on le fait sur des bases réelles. Moi, je suis désolé, hein, ce n'est pas, comme elle l'a dit, la culture malienne, la religion, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une démocratie, on parle d'une république et on parle des textes. Lorsque vous voulez exiger, si vous voulez, exiger, vous, comme vous le dites, hein, vous souhaitez que les hommes politiques deviennent intègres. Si vous voulez qu'ils soient intègres, il faut être implacable sur les textes. Vous ne pouvez pas assouplir les textes et les rendre flexibles quand vous le souhaitez, parce que la personne devant vous vous plaît ou vous le voulez, et ensuite dire que ouais, il faut être intègre, ça ne va pas fonctionner. Celui-ci, Amadra Diallo, a fait quelque chose qui moi, que je trouve dégoûtant en fait. Et je suis désolé de le dire de cette façon, mais il faut être cru dans ce pays des fois-ci pour faire comprendre le message. Quand vous me dites qu'il faut laisser le temps à Assimi et à ses collègues d'assurer leurs arrières, je suis désolé, on parle du peuple malien, on parle de 20 millions de Maliens et on ne parle pas d'un groupe de putschistes. Ce groupe de putschistes n'est pas plus important que la démocratie malienne, à plus forte raison que la constitution malienne, à plus forte raison que les engagements que le Mali a pris auprès de la communauté internationale. Donc pour moi, aujourd'hui, la démocratie malienne, elle est claire. Quand on fait un coup d'État, c'est un crime imprescriptible. Et moi, je suis fervent de la République et de la justice. Donc, que la justice s'occupe de ça, mais que politiquement, ce pays aujourd'hui a besoin de s'améliorer. Et pour qu'il s'améliore, il lui faut forcément un pouvoir stable. Et un pouvoir qui n'a pas besoin de cutus. Quand je dis un pouvoir qui n'a pas besoin de cutus, quand madame le dit, lorsqu'on a fait partir Bandao et Mokhtar Ouane, il fallait forcément avoir une caution morale publique. C'est la règle politique, ce n'est pas... il fallait ça. Et c'est ce qu'on a trouvé en Choguel ou au M5. D'accord, mais est-ce que cela sert les intérêts du peuple? Moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est ce qui les empêche de travailler. Quand vous posez la question répétitivement, est-ce qu'ils sont en train de travailler? Oui. Mais non, parce qu'aujourd'hui, leur première priorité, c'est eux-mêmes. C'est de s'assurer qu'ils sortent de tout ça en bonne forme. Et ça ne va pas arriver. Moi, je ne crois pas que ça arriverait. Souvent, quand on se sacrifie pour le peuple, il faut aller jusqu'au bout de ce sacrifice. Et eux, selon eux-mêmes, ils ont fait un sacrifice et ce sacrifice a forcément des conséquences. On ne peut pas se sacrifier et refuser les conséquences de son sacrifice. Ça, c'est le premier truc. La seconde chose qui va être extrêmement importante, c'est que, comme les gens le disent, il faut s'assumer. S'ils savaient, s'ils ne pouvaient pas tenir le délai, il ne fallait pas l'accepter. Une fois que vous l'avez accepté, ça veut dire que vous savez où votre travail commence et que vous savez où votre travail se termine. Ce n'est pas après avoir fait 12 mois que vous allez venir dire au peuple non, on ne peut pas y arriver. Vous aviez ces 12 mois pour vous assurer qu'on y arrive. 18 mois en tout, mais déjà les 12 mois, les 12 premiers mois devraient servir à ça. Une transition, ça n'a autre vocation que d'aller vers des élections. Le projet dont on parle, la crise des anciens dont on parle, et moi je l'ai dit ici à cette même table, je l'ai dit, qu'il faut éviter de mettre sur la tête de cette transition des choses qui ne relèvent pas de cette transition. Parce qu'ils vont se noyer. Et c'est ce qui arrive. L'article 39, ils n'étaient pas obligés de se prononcer dessus. Pas du tout, non. C'était une carte politique qu'ils ont jouée. Lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont joué la carte politique de l'article 39 en disant aux gens, soyez rassurés, l'article 39 va être mis en œuvre. Et les gens ont vite dit, oui, effectivement, ils sont mieux qu'Ibeka parce que eux, quand même, ils vont réussir à appliquer l'article 39. Monsieur Diallo, je vous en prie. Et c'est une carte politique, c'est de la communication politique. Nous ne sommes pas dupes, c'est ce que nous aussi nous avons étudié et nous comprenons la chose. Maintenant, si vous l'avez faite, vous assumez
Vous pouvez créer du temps, mais vous assumez cela. Mais on pouvait dire aux enseignants que réellement nous sommes un pouvoir transitoire et que nous faisons face à une situation sécuritaire sans précédent et aussi que nous avons la communauté internationale sur le dos et beaucoup de difficultés avec nos partenaires et les caisses de l'État ne sont pas aussi fluides qu'il le faut parce qu'on a même eu un temps où les frontières étaient fermées, etc. Donc nous vous demandons à vous aussi de contribuer au sacrifice pour le peuple et de patienter à ce qu'on arrive à faire des élections et continuer avec les revendications. Mais tant que nous ne sommes pas sincères, et c'est ça là, le mal. Le mal aujourd'hui, c'est de vendre des hommes, de vendre une illusion et non une offre politique vivable. D'accord. Alors, il ne nous reste plus que... Oui, vous aurez la parole. Il ne nous reste plus que 12 minutes, chacun 3 minutes. Voilà comme dernier mot pour tout ramasser, pour vous adresser aux Maliens, pour vous adresser aux autorités de la transition. Monsieur Makegui. Merci. Bon, moi, je regarde le verre à moitié plein. Vous savez, c'est vrai, nous avons parlé des faiblesses de la transition, mais il y a certains efforts qui sont en cours déjà. Le ministre de l'administration territoriale était en déplacement dans les régions. Je pense que tout le monde a vu qu'ils sont déjà dans un dispositif d'aller vers l'organisation des élections. Il y a le Premier ministre qui est en déplacement. Je pense que ces actions permettent de rassurer la population en disant que l'État est présent. Ça, c'est déjà un effort louable. Il faut reconnaître, quelles qu'en soient nos observations, nos critiques par rapport à l'état actuel de la situation, il faut aussi croire à une certaine trajectoire de changement, même si les résultats ne sont pas aujourd'hui visibles. Mais je pense que si nous devrons aller vers des élections crédibles et transparentes, et pour éviter une crise post-électorale, on n'est pas obligé de respecter le délai, même si on va aller à une année, l'essentiel est que les résultats soient à la hauteur. Moi, j'ai dit une chose qui est essentielle, les partenaires nous accompagnent, il y a un regard de la communauté internationale, mais pour moi, ce qui est important pour le Mali, c'est les conditions relatives à l'organisation des élections. Et pour éviter une crise post-électorale, il faut éviter des élections bâclées. On ne peut pas organiser les élections dans 4 à 5 mois. Et il y a ma soeur qui a parlé une chose tout à l'heure, que même s'il fallait changer de Premier ministre, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que le fait que le Premier ministre vient juste de démarrer une action publique, il est souhaitable de le laisser faire son chemin par rapport aux axes qui ont été évoqués pour que nous puissions avoir une certaine visibilité. Mais les questions relatives... Il nous faudra combien de temps pour voir une certaine visibilité? J'ai évoqué, j'ai dit que le temps c'est une par variable. exemple sur 18 mois, M. Makegui, on a déjà fait 9 mois jusqu'à présent, on n'a pas de visibilité? Non, j'ai pas terminé, je vais juste terminer, juste une minute, M. Dissa. Ouais. Et pour tout simplement répondre à certains points que M. mon frère a évoqués en disant que les textes sont là, la République, cette valeur, on n'a pas, mais la question malienne, elle est structurelle. Il faut qu'on sorte de l'ordinaire, au fait. Il faut à un moment donné que nous puissions comprendre que le Mali, ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis. Si nous devrons, je n'ai pas terminé, si nous devrons garantir une certaine stabilité, il faut une capacité d'adaptation, en tenant compte de la flexibilité, évidemment. C'est extrêmement important. La rigueur, aujourd'hui, le Mali n'a jamais connu de rigueur en matière d'élection, sur le plan lié à l'organisation. Les conditions n'ont jamais été à la hauteur. Mais si le délai, la prolongation doit nous permettre d'aller vers une meilleure organisation des élections, je ne vois pas de problème dans ça là. Mais l'essentiel, que nous puissions aussi comprendre que les questions de développement, c'est dans la durée. On ne peut pas garantir des changements en 3 ou 2 mois. Certes, les 12 mois n'ont pas du tout été à la hauteur. Je viens de dire ça tout à l'heure, que je suis pas du tout satisfait par rapport aux 12 mois. Mais en réalité, la question, on n'est pas dans une fatalité. Nous pouvons changer la donne si les pouvoirs publics puissent avoir la capacité de rassurer la population malienne. Nous pouvons aller vers l'organisation des élections dans le meilleur délai, même si c'est une année. Monsieur Sam, 3 minutes. D'accord. Je n'irai pas sans écorcher mon cousin qui l'a déjà fait, en disant que mes propos, qu'il était dégoûté. Moi, je ne suis pas dégoûté, mais c'est ta façon de voir les choses. Pour moi, c'est du snobisme éhonté. C'est-à-dire vouloir que notre démocratie soit à l'image de celle des États-Unis ou de la France. Non, notre démocratie doit être adossée à notre ou à nos cultures. Sans quoi on ne serait pas en démocratie, s'il te plaît. Mais ce n'est pas étonnant, ça ne me surprend pas de Doumbia. Et voilà. Et tu me parlais tantôt de communication politique. Moi, je suis en marketing politique. C'est la même chose. C'est pratiquement la même chose. D'accord? Et sur ce, moi, je souhaite aux jeunes gens, aux pushistes, mais Choguel, pas lui, hein, parce que lui, il est plus âgé que moi, mais la majeure partie de tous ceux qui ont fait le coup d'État sont beaucoup plus jeunes que moi. Donc, je les souhaite beaucoup de chance et surtout beaucoup de réussite pour que ce pays soit. Parce que depuis que Modibo Keïta est parti, ce pays n'est plus. Sur ce, je vous remercie. D'accord. Madame Marousouba. Dissa, moi, je dirais à Doumbia d'abord que la démocratie malienne est née du putsch.
Parce qu'il a fallu un coup d'État pour qu'il puisse avoir de la démocracie. Donc, pluraliste. Pluraliste, il faut préciser. Mais il a eu quand même un putsch. D'accord. Parce que lui, il parle de putschisme et par rapport à la démocratie. Et pourtant, il a fallu un putsch aussi pour qu'il y ait cette démocratie malienne. Mais là où nous sommes maintenant, il n'est plus l'heure de dire qu'il fallait que le CIBK continue. Nous sommes dans le présent. Et dans le présent, moi, je m'adresse à Assimi et aux autres. Je me dis qu'il faut la justice face à l'injustice de la justice elle-même. Le peuple malien en a marre. Le peuple malien est fatigué. Reprenez cette formule-là. Il faut de la justice face à l'injustice de la justice elle-même. Ouais. Donc, il faudrait que nous puissions être cohérentes dans nos dits. On n'a plus besoin de beaux discours, mais on a besoin vraiment des bons actes. On en a assez vraiment écouté. On veut vraiment du concret. On a vraiment besoin d'un homme d'honneur. Un homme d'honneur, ce n'est pas quelqu'un qui vient pour nous dire des beaux français, mais quelqu'un qui pourra nous tirer de ce désastre dans lequel nous trouvons. Il est vraiment temps. Et je reste optimiste que cela peut se faire. Et à Choguel, je dirais ceci, j'ai le droit de le dire. Je suis sortie pour accompagner M5, même si je n'étais pas au devant des choses. S'il ne fait pas l'affaire, il n'a qu'à démissionner. Ça aussi, ça voudrait dire que c'est un homme d'honneur. Le mieux serait de dire, je ne peux pas que de continuer à nous piétiner. Genre, je pensais que je pouvais, je réalise que je ne peux pas. Vraiment, ça c'est honnête. D'accord. Alors, monsieur. Déjà, quelque chose de très important, il faut éviter de supposer lorsque nous discutons. Je n'ai jamais fait référence à une démocratie américaine ou française. Jamais. Je n'ai pas fait référence, ce n'est pas ce que je disais. Les gens sont programmés aujourd'hui à dire ça. Nous, on le comprend. Hein. Il dit qu'il est en marketing politique. Je suis politologue, spécialiste des sciences politiques. Donc, je sais que vous êtes programmés aujourd'hui à penser que les propositions de solutions contraires à ce qui est préétabli nous envoient vers une certaine occidentalisation. Je suis désolé, le Mali, c'est un pays honnête. C'est un pays intègre de par son histoire. C'est un pays où il a existé la charte de Kouroukanfouka et que nos ancêtres se sont efforcés, tant bien que mal, de respecter chaque lettre inscrite sur cette charte. Et si nous voulons faire comme nos ancêtres, cette constitution que nous avons, ces chartes que nous avons établies pour la transition, nous devons faire preuve de la même honnêteté, de la même intégrité. Et c'est de ça que je parle. Moi, je parle d'être intègre, d'être honnête avec soi-même. On a fixé un délai, on a appelé tout le monde, national, international, on a dit la transition va durer 18 mois. Je suis d'accord avec vous que cette démocratie a peut-être reçu un coup de pouce d'un putsch. Mais ceux-là, ces putschistes-là, ont fixé un délai et l'ont respecté. Les putschistes qui les ont suivis, eux aussi, j'arrive, laissez-moi finir. Ceux qui les ont suivis, eux aussi, ont fait un putsch et ils ont accepté de tenir le délai, ils l'ont tenu. Pourquoi faut-il réellement que cette fois-ci, le délai ne soit pas tenu? Moi, je suis désolé, si on veut aller vers l'avant, on a pris des engagements, on les honore. Et la question de la communauté internationale ne fait pas le poids, ce n'est pas réel. Aujourd'hui, personne ne veut accompagner un programme de développement au Mali. Mais tout le monde est prêt à accompagner une élection. C'est qu'on n'a même pas les moyens de subvenir aux besoins de l'école. Mais on aura les moyens de faire une élection. Si on veut vraiment faire cette élection-là, tout le monde va nous accompagner à aller vers cette élection-là. Il faut éviter, et pour finir, hein, le message que j'ai pour le peuple malien, quelque chose qui va être essentiel dans l'avenir de ce pays, à mon humble avis, et je le dis humblement, j'assume réellement, c'est qu'il faut cesser de penser Mali avec le cœur. Il faut penser Mali avec de la réflexion maintenant. Il est temps que nous soyons stratégiques dans nos choix, que nous ne nous laissions pas transporter par des faits divers. Parce que réellement, mes co-débatteurs, je suis désolé de le dire, mais les questions dont ils sont jeunes, ils sont machins, tout ça, c'est des faits divers. Ce n'est pas une question de jeunesse, ce n'est pas une question d'autrui, c'est une question de nation. Et lorsqu'il s'agit de la nation, un leader doit faire preuve d'une certaine forme d'implacabilité et d'une certaine forme d'intransigeance. Et depuis que cette transition a commencé, c'est ce qui nous a manqué. Nous n'avons pas senti la présence même de nos institutions.
Et aujourd'hui, moi, je les appelle. Hein. Choguel, il a fait beaucoup de promesses. D'accord. Je n'ai pas cru. D'accord. Alors, la dernière phrase. Je vous en prie, Mme Magassouba. La dernière phrase. Moi, je n'ai pas cru en Choguel. Et je ne crois pas en Choguel. D'accord. Mais aujourd'hui, il est dans une posture où il a l'obligation de donner satisfaction. Et pour y arriver, il faut que réellement, il arrête les sorties et les déplacements. La communication politique doit s'arrêter et que le travail d'homme d'État commence. Merci, Voici mes monsieur Doumbia. Mesdames, Messieurs, c'était là le premier panel de cette édition spéciale, l'an 1, après Ibrahim Boubacar Keïta. Qu'est-ce qui a changé? Et là, tout de suite, nous étions avec monsieur Kassim Kamagile, analyste politique, consultant, M. Sarmoui Baber Diallo, universitaire en master en décentralisation et industrie du développement local. Madame Naha Magassouba, présidente de MPC Mouvement populaire pour la cohésion sociale au Mali. Et enfin, M. Cheikhoumar Doumbia, président du mouvement Young for Change Mali. Tout de suite, Ibé Traoré en Bamanankan sera là à 15h00 avec ses invités. Nous revenons à partir de 16h30 pour un second panel. Portez-vous bien. À tout de suite avec Ibé Traoré pour le débat politique en Bamanankan à 15h00. Merci.